Et votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama dans la grande interview, c'est Elsa Bambaron. Bonjour. Bonjour. Journaliste au Figaro. Vous publiez donc Patrick Drahi, l'ogre des médias, l'ogre des networks. C'est aux éditions L'Archipel, biographie très très fouillée donc sur l'homme d'affaires. Première biographie sur le milliardaire des télécoms et des médias. Il faut le rappeler, un homme parti de rien. Ou de pas grand-chose, c'est vrai, il faut dire ce qui est, aujourd'hui milliardaire, et cette ascension vertigineuse, voilà que vous racontez avec précision, et on le voit bien, vous le dites, son moteur profond, il s'en est jamais caché, c'est sa soif de réussite, et il le dit avec beaucoup de simplicité. Il s'est fixé derrière des objectifs par décennie. Oui, il s'était fixé des objectifs par décennies de réussite et de gains financiers, en fait, quand on résume tout ça, puisque à l'époque, il voulait gagner autant que l'ancien président de PSA. Et maintenant, les sommes peuvent sembler dérisoires au vu de ce qu'il a accumulé comme fortune. Et c'est quelqu'un qui est parti, fils d'enseignant, il n'y a pas de fortune personnelle, il n'a pas fait grossir le groupe familial, il a tout construit lui-même. Donc pour ça, c'est vrai que ça peut générer une petite quand même admiration ou reconnaissance d'un certain achèvement. Maintenant, il y a quand même un groupe qui aujourd'hui est dans une phase compliquée. Bien sûr, on va en parler du groupe. Ses parents sont profs de maths. Ouais. Et c'est là où c'est drôle, c'est drôle parce que pour l'anecdote, il est surdoué en maths, à 11 ans, il va corriger les copies de lycée de ses parents et son papa est obligé de lui dire qu'il faudrait qu'il soit un peu moins sévère avec les erreurs des élèves parce qu'il c'est quelqu'un, j'ai rencontré, qui ne comprend pas qu'on puisse ne pas comprendre les maths. C'est tellement transparent pour lui comme matière qu'il ne voit pas où est la difficulté. Il a accepté beaucoup de rencontres Non, il n'en a pas accepté beaucoup. C'était pas non plus accepté du premier coup, ça m'a pris plusieurs mois. Mais finalement, il m'a accordé pas mal de temps et j'étais allée le voir à Tel Aviv puisque maintenant, c'est là qu'il passe beaucoup de temps. Et vu le temps qu'il fait en ce moment, on peut comprendre. Bon, la méthode Drahi, est-ce qu'il y a une méthode Drahi dans les affaires? Parce qu'on a l'image, sans qu'on fouille, on voit bien l'image de cost killer, avec des licenciements, avec une boîte qui s'est spécialisée dans les retards de paiement, avec derrière toujours cette stratégie, grandir avec de la dette et puis après faire beaucoup d'économies pour rembourser la dette. Alors il y a deux réponses. Oui, il y a une réponse où un surnom qu'il a acquis au fil des années, qui lui est revenu chez SFR, où il l'appelait Monsieur 30%. Monsieur 30%. Oui, c'est 30% des effectifs en moins, 30% de réduction, de demande de baisse sur les factures fournisseurs et à peu près 30% d'impayés aussi. Ah oui, voilà, c'est résumé. Voilà. C'est ça résumé, c'est ça la méthode C'est pas faux. C'est pas faux, c'est quelqu'un qui sabre beaucoup dans les coûts et qui est obligé de le faire puisque c'est la deuxième partie, la réponse était dans votre question. Il fait des acquisitions qu'il finance par de la dette. Donc c'est une méthode connue que vos auditeurs connaissent bien, c'est les familles de la bourse, le LBO, c'est connu et lui c'est son mode de fonctionnement. En fait c'est un homme d'affaires. On met très peu de cash, on met beaucoup d'endettement. On met très peu de cash, beaucoup d'endettement et ensuite c'est les bénéfices générés par l'entreprise qui rembourse les intérêts de la dette. Donc il faut qu'il y ait des bénéfices substantiels pour que l'entreprise puisse à la fois financer sa croissance et rembourser la dette qui a été créée pour la racheter. Et donc c'est un homme d'affaires qui fonctionne comme un fonds d'investissement, à lui tout seul. Oui, et d'ailleurs, dans cette volonté de générer des économies, il y a cette anecdote que je trouve croustillante. Le nom d'Altis, c'est lui qui l'a trouvé. Oui. C'est ça ce que vous racontez. Et là, je vous lis, il dessine lui-même le logo sur son Mac en 3 couleurs seulement pour que l'impression des cartes de visite ne coûte pas trop cher. Non, voilà. Mais c'est quelqu'un qui fait attention à toutes les dépenses. Alors, au début de son histoire, il a raison de faire attention à toutes les dépenses, puisqu'il part de rien. Il commence vraiment avec un emprunt de 50 000 francs à l'époque, et tout compte, chaque sous-compte, et il a même du mal à boucler ses fins de mois, avec quelques anecdotes croustillantes qu'il raconte volontiers, d'ailleurs, d'huissiers qui viennent sonner à sa porte, et lui partant par la fenêtre de derrière pour pas être là quand sa femme ouvre avec les enfants tout petits, quoi. Donc, au début, il a vraiment besoin de faire très attention. Mais au fur et à mesure où le business grossit, ça devient un peu moins, mais il en joue, c'est sa marque de fabrique. Quand il va quelque part et qu'il va dans un centre de contrôle chez SFR, c'est une des personnes qui était sur place qui me l'a raconté, il y avait plein d'écrans de télé et ils disent mais ça doit consommer beaucoup d'électricité, tout ça. Enfin, c'est sa marque de fabrique, on ne dépense pas des sous pour rien. Il y a la règle des 30%, Elsa Bambaron, puis il y a aussi la règle des 3. La règle de 3, oui. Il l'applique dans tous les sens, expliquez-nous. Alors, on a l'habitude, notamment dans les télécoms, de voir les fameux ratios dans tous les sens de satisfaction, de tout ça. Lui, avant d'investir quelque chose, en fait, il va poser un investissement, un rapport, et puis il fait une règle de 3 pour voir combien ça peut lui rapporter. Et toujours sur une nappe en papier,
Et à l'arrivée, il dit oui ou non, mais ça prend 2 minutes et c'est très très clair. Quand on voit des analystes arriver avec des tableurs Excel sur 18 feuilles, lui... Même pour des millions ou des centaines de millions ou des milliards d'euros. Des milliards. Non, je sais, mais cette règle s'applique au début pour des millions, pour les centaines de millions et aujourd'hui pour des milliards d'euros. Ce qui ne veut pas dire que derrière, il y a des raisonnements très 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 complexes, mais son mode d'interaction avec l'autre, c'est la règle de 3. Ce qu'il y a derrière lui, c'est intéressant parce qu'on a vu sur les images juste avant, il y a toujours cette poignée de fidèles très compétents qui est avec lui quasiment depuis le départ. Alors il y a ceux qu'on a vus et qui sont visibles et qui changent souvent, et en fait il y a on va dire le vrai noyau dur qui est en grande partie en Suisse, puisqu'il vit à Genève depuis la fin des années 90. Au début, c'était pour des raisons d'emploi, parce qu'il avait été muté par son employeur. Et puis maintenant, on peut imaginer que c'est quand même aussi l'ère de Davos et la fiscalité qui font qu'il est resté en Suisse. Le fameux forfait fiscal. Il a un groupe de fidèles qui sont avec lui depuis 20 ans pour certains, et en qui il a totalement confiance. Ouais. Mais ce qui ne lui empêche pas de tout surveiller. Hein. C'est vrai. Confiance ne veut pas dire la confiance n'exclut pas le contrôle, selon l'adage bien connu. Les aventures ou l'aventure américaine de Patrick Drahi, c'est ça pour lui le Graal. Parce que derrière, en termes de business, ce qu'il faut expliquer, c'est que là-bas, c'est ça que c'est l'Eldorado. Je veux dire, ce que déboursent, vous le racontez très bien, les Américains pour avoir un abonnement. En termes de prix, ça n'a rien à voir avec ce qu'on paye en France. Quand on pense qu'on paye cher en France, à côté, aux États-Unis, c'est beaucoup plus cher. On faut multiplier tout à peu près par 3. Alors, c'est un petit peu en train de changer. Donc, voilà, les câbleaux opérateurs, donc les opérateurs de câbles américains ont mangé leur pain blanc, mais quand même, ça reste un marché très, très lucratif. Et puis là où en France, on a quand même une concurrence exacerbée entre les opérateurs, il faut comprendre qu'aux États-Unis, ils ont beau avoir une douzaine de gros opérateurs de câbles, dont 4 très, très gros, et Patrick Drahi est un de ces 4-là. Il n'y a pas de concurrence géographique, c'est-à-dire à chaque opérateur sa zone géographique. Donc en gros, vous avez le choix entre la télé hertzienne américaine, qui est quand même une certaine forme de Canal+ des années 80 sans décodeur au niveau qualité de l'image, ou bien payer $120 pour avoir une chaîne câblée. Bon. Autre point, il y a plein de choses dans ce livre. On le montre, Patrick Drahi, l'ogre des networks, c'est aux éditions de l'Archipel. Comment il a su convaincre les banquiers? Parce que toute cette aventure n'aurait pas pu se produire sans des banquiers, des investisseurs qui lui ont fait confiance pour financer toujours encore plus, en sachant parfaitement qu'il y avait toujours beaucoup de dettes et de plus en plus. Alors, les premiers banquiers, il a eu du mal à les convaincre, mais il est parvenu parce qu'il a un bagou, il a un charisme qui sont quand même assez impressionnants. Et puis, il avait déjà quelques petites réussites à petite échelle, donc il les a convaincus qu'avec leur aide, il pourrait faire une réussite à plus grande échelle. Et puis ensuite, il y a le fonds d'investissement de Cinven qui est rentré dans la danse. Et Cinven, les opérations qui ont été menées avec Patrick Drahi, c'est le plus gros bénéfice jamais réalisé dans l'histoire sur un LBO. Donc, quand vous dites que ce type a fait réaliser un investisseur... L'historique de performance le track record en beau français est totalement fabuleux, mais il y a quand même un paquet de banquiers qui sont engagés en disant on va refaire la même. Bon, il se trouve que c'est pas tout à fait la même histoire. Et pour le moment... Pourquoi le vent a tourné, justement? Pourquoi est-ce que cette confiance a disparu? Quel était l'élément déclencheur avec cette bourrasque qu'on va en parler la confiance a en partie disparu parce qu'il n'a pas délivré ses promesses. Et aussi, à un moment, il a quand même changé de métier. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a tout construit sur le câble. Et en 2014, quand il rachète SFR, c'est plus du câble, c'est plutôt du mobile. Et là, on se retrouve dans un environnement beaucoup plus concurrentiel. Donc, c'est plus tout à fait la même histoire. Et il a vendu une croissance. Et depuis le rachat de SFR, ce qu'on a vu, c'est quand même une décroissance constante avec à peu près 2 millions à 2,5 millions de clients qui sont partis. C'est ça son plus gros défi aujourd'hui. Son défi, c'est le marketing. Parce qu'il coche pas mal de cases du type comme brillant, notamment sur le plan financier. Mais quand on a... Par contre, en marketing, il l'a lui-même avoué, ils ont fait des erreurs, ils ont notamment proposé du foot à tout le monde alors que certaines personnes ne s'intéressaient pas, ce qui est pour moi pas trop grave de ne pas s'intéresser au foot. Mais il a mal ciblé ses offres. Mais on s'attendait à ce qu'il y ait une reprise en main marketing avec des offres percutantes. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il refait une séparation en deux du groupe Altis en séparant les activités. Enfin, il refait du financier. Donc le marketing, franchement, c'est la principale faiblesse du dispositif Drahi encore maintenant. Il fait du financier parce qu'il y a aussi cette idée, il y a plein de trucs à raconter, mais il y a que cet empire a grossi trop vite. Et vous rappelez les chiffres, en 3 ans, c'est un groupe dont le chiffre d'affaires est multiplié par 20 quasiment, en 3 ans, qui passe de 2 millions de clients à 46 millions à travers le monde. Alors, c'est un groupe qui s'est constitué en 2002. Et entre 2002 et 2014,
c'est resté assez flat en fait, et tout à coup il y a cet emballement avec SFR, et quand il réussit à racheter SFR face à Bouygues Télécom, alors que tout le monde pensait que Martin Bouygues allait l'emporter, mais il y a une espèce d'euphorie totale, les marchés se mettent à lui faire confiance encore plus, et lui faire confiance en prêtant de l'argent. Et là, il rachète Portugal Télécom, il rachète ensuite les 2 câbleaux opérateurs aux États-Unis, Suddenlink et Cablevision. Ouais. Et là, on arrive à la dette finale qui fait quand même les 51 milliards de dettes. Bon, d'où 51 milliards de dettes. La question doit se la poser, est-ce que c'est un château de cartes ou est-ce que cet empire il est vraiment solide? Difficile de trancher? C'est difficile de trancher parce qu'il y a toujours ce savoir-faire financier. Il a renégocié une très très grande partie de sa dette avec des échéances qui sont à 2022-2023. Donc dans les télécoms, d'ici là, il dit pas de problème. Non, mais dans les télécoms, en 5 ans, il peut se passer tellement de choses qu'on peut tout imaginer, y compris des cessions qui vont lui permettre d'anticiper une partie de remboursement de la dette. Là où les marchés s'impatientent, et on a vu le titre s'effondrer qui a été divisé par 3 entre juin et maintenant, c'est voilà, maintenant comment on fait pour gagner des clients, parce que tout ça, ça ne fonctionne que s'il y a des gens qui payent pour un service, et ça s'appelle des clients. Et donc le parallèle qu'on fait, que certains font entre le Vivendi des années 2000 et aujourd'hui, avec la même stratégie, n'est qu'une stratégie comme identique de mariage entre le contenant et le contenu, oui, avec beaucoup de dettes, est-ce que c'est insensé ou est-ce que malgré tout, c'est légitime de faire ce parallèle? C'est une question qui est souvent posée. Il y a quand même une très très grosse différence entre Messier et Drahi, ça s'appelle le smartphone. C'est-à-dire que quand Jean-Marie Messier a imaginé la convergence média-télécom, livraison trop tôt. Voilà, on regardait ça sur un Nokia 3320, donc ça marchait, pour ceux qui s'en souviennent, ça marchait pas très très bien la vidéo, puisqu'il n'y avait pas, en fait, il n'y avait pas d'offre vidéo en mobilité. Aujourd'hui, la vidéo sur smartphone, donc avec un abonnement télécom, c'est devenu une norme de consommation. Donc il y a ce moment de l'histoire qui fait que la convergence est raisonnable, du moins sur le point de vue technique. Mais donc sa stratégie est la bonne à vous écouter. Et parce que à l'étranger, quel autre acteur a réussi à marier les tuyaux, encore une fois, et le contenu? Il y a de plus en plus, notamment les Américains, qui s'orientent vers cette convergence, Comcast à CNBC. Les Américains sont partis dans cette convergence déjà depuis quelques années. Bon, vous le disiez, il a scindé en 2 récemment, d'ailleurs, les activités européennes et américaines d'Altis. Oui, est-ce que c'est une façon pour lui, si jamais il n'arrive pas à relever SFR, de se délester encore une fois des activités européennes et finalement de se concentrer sur le marché américain? Alors, la réponse officielle, c'est non, nous sommes engagés en France, gna 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 gna. Les évidences sont quand même là, c'est-à-dire que ça permet de protéger, c'est une construction très silotée du coup, où la dette de l'un n'impacte plus la dette de l'autre, les résultats de l'un, voire les très mauvais résultats de l'un, n'impactent plus les relativement bonnes performances de l'autre. L'autre, c'est le marché américain. L'autre, c'est le marché américain, c'est-à-dire que d'un côté, on a l'Europe, essentiellement SFR, qui sont quand même qui ne se portent pas très très bien, c'est qu'on puisse dire. Voilà. Et les États-Unis qui, pour le moment, avec Cablevision et Suddenlink, délivrent, comme on dit, plutôt bien. Donc c'est vrai que ça permet d'isoler les deux plaques et d'éviter qu'un tremblement de terre d'un côté fasse tout tomber, quoi. Voilà, tout l'édifice. Vous le disiez, divisé par 3 le cours de l'action en 6 mois. Sur 6 mois, ça fait 50% de baisse. Ça reprend 7%, vous direz que ce n'est pas grand-chose depuis le début de l'année. Comment il l'a vécu? Vous savez comment il a vécu cette tourmente? Parce que ça lui a fait perdre quand même, je ne sais pas combien de milliards d'euros dans son patrimoine personnel. Comment est-ce qu'il a vécu cette bourrasque? Est-ce qu'il a vacillé? Alors, moi, j'ai des retours de ses proches que j'arrive à voir assez régulièrement et ils me font tous la même réponse. Il est serein. À partir de quel moment on panique, je ne sais pas. Mais le retour, c'est il est serein, il ne s'inquiète pas et il va prendre les mesures qu'il faut. Alors, il s'est aussi remis complètement dans SFR. Il a repris les commandes. En novembre, Michel Combes, avec lequel il y avait quand même pas mal de désaccords qui sont apparus au fil des mois, est parti. Enfin, on lui a demandé de partir. Désaccords sur quoi? Sur la façon dont étaient menées les affaires, la rapidité de la mise en place de la convergence, sans doute, des déclarations qui ont été faites un peu trop rapidement. Puis Combes a servi de fusible aussi. Bon, il y a eu l'affaire où SFR a dit je vais aller fibrer la France seule. Bon, on ne sait jamais que 15 à 20 milliards d'investissements. Ça peut paniquer l'investisseur de base, ça se comprend. Actionnaire. Voilà, donc... Voilà, donc ça a permis de faire une petite marche arrière sur un certain nombre d'engagements qui avaient été pris, sur les droits du foot aussi, éventuellement de calmer un peu le jeu sur les surenchères éventuelles qui allaient arriver. 1,3 milliard d'euros. Oui, donc ça c'était pour la Champions League. Champions League, 3 saisons je crois. Oui. Ça fait 400 millions d'euros la saison. Il faut la rentabiliser. C'est rentable, on peut rentabiliser 400 millions d'euros? Pour le moment, non.
Pour le moment, il n'y arrive pas et donc il est question de revendre d'une partie de ses droits à d'autres diffuseurs. Bon, donc comment est-ce qu'il peut, sinon, on va finir là-dessus, regagner la confiance des investisseurs? Ça passera par délivrer la performance, finalement, c'est ça? Moi, je ne vois qu'une promesse à tenir, c'est déjà, arrêter de perdre des abonnés, même si la baisse s'est ralentie, j'ai toujours une baisse. Donc stabiliser à minima, et le seul moyen, c'est qu'à un moment, arriver à un plus en termes de nombre d'abonnés, ce qui relancera le chiffre d'affaires. Et le b.a.-ba du télécom, c'est que la somme investie dans un réseau est toujours la même. Et donc plus vous avez d'utilisateurs sur votre réseau, plus la rentabilité augmente. C'est bête et méchant. Avant de se quitter, Elsa Bambaron, vous parlez de son attrait, on oublie de l'évoquer, son attrait pour les paradis fiscaux. Patrick Drahi. On en a parlé puisqu'il vit en Suisse, donc oui, voilà. Au-delà de ça. Son nom avait été cité dans les Panama Papers et il a très vite démenti. Effectivement, il y avait une petite structure qui lui avait permis d'enchérir sur les droits du foot parce que anonymat garanti, a priori la structure a été fermée et il n'est ressorti dans les Paradise, il n'y a pas son nom. Voilà, probablement des avocats plus malins que les autres. Bon, on fait leur job. Voilà, en tout cas, le vôtre a été super bien fait. Elsa Bambaron, Merci. donc, aux éditions L'Archipel, à lire absolument pour ceux que ça intéresse. Patrick Drahi, l'ogre des networks, la première biographie excessivement fouillée donc, sur cet homme d'affaires, sur cette trajectoire, cette ascension vertigineuse et qui pose beaucoup de questions et dont l'aventure continue. Merci à vous donc, c'était aux éditions L'Archipel. Merci. Elsa Bambaron.